Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'islam, ni de juifs, ni d'antisémitisme, non, nous parlerons d'Israël et d'Amérique. Nous évoquerons donc pour commencer le discours très peu diplomatique de Benjamin Netanyahou qui a dénoncé la politique iranienne d'Obama devant le Congrès américain et les risques que ce discours fait peser sur l'alliance stratégique entre Israël et l'Amérique. Notre deuxième sujet sera en quelque sorte du premier, la guerre de la fessée menée par le Conseil de l'Europe contre la France étant une sorte de parabole de la différence entre une Europe qui rêve de sortir de l'histoire et une Amérique qui continue à prétendre la faire. Mais commençons Alain par le camouflet infligé par Netanyahou à Obama. À 2 semaines des législatives israéliennes du 17 mars, le Premier ministre israélien s'est rendu à Washington à l'invitation du speaker républicain, et visite dont la Maison-Blanche n'a été informée qu'au dernier moment, donc on était déjà au-delà de l'impolitesse me semble-t-il. Et le discours a été plus brutal encore, donc ce mercredi, mardi, donc devant le Congrès, Benjamin Netanyahou s'est livré à un véritable réquisitoire contre la détente entre les États-Unis et l'Iran, réquisitoire assorti d'une sommation, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis, à bon entendeur. Alors avant d'en venir au fond, qui en l'occurrence n'est peut-être pas l'essentiel, Alain Finkielkraut, est-il raisonnable de la part d'un Premier ministre israélien de donner ainsi en public des leçons de diplomatie à la Maison-Blanche? J'ai bien conscience que parler d'Israël sur RCJ, c'est marcher sur des œufs. Sans rien dissimuler de la vérité, je m'efforcerai d'en casser le moins possible et d'en casser peut-être un peu moins que vous, Elisabeth Lévy. Alors, je rappellerai d'abord que si l'actuel président iranien n'organise une conférence négationniste et ne dit plus comme son prédécesseur qu'Israël doit être rayé de la carte, l'Iran des mollahs continue de vouer l'État juif aux hégémonies et appelle à la quête de Jérusalem. Que ce pays se dote de l'arme nucléaire, cela constitue pour Israël, et pour Israël en tout premier lieu, une menace existentielle. Ce qui est contesté tout de même en Israël par de nombreuses Alain Finkielkraut. Si l'Iran a la bombe, je ne me laisse pas désarçonner, si l'Iran a la bombe en outre, l'Arabie Saoudite et l'Égypte feront tout pour la posséder à leur tour. Cette prolifération dans une région aussi inflammable que le Moyen-Orient est un risque que le monde ne peut pas se permettre de courir. Bref, ce que je dis en premier lieu, c'est que sur le fond, d'accord avec Benjamin. Je comprends, je partage l'inquiétude de Netanyahou, et j'ai, je l'avoue, été impressionné par son éloquence. Il a prononcé devant le Congrès américain à Washington un discours très fort et très profond, notamment dans cette formule que vous avez relevée. C'est-à-dire, au nom d'un réalisme supérieur, il s'en est pris au principe fondamental de la réelle politique: les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Non, il a appelé Obama plutôt à le respecter. Non, il a dit les ennemis de mes ennemis. Oui, c'est-à-dire il a appelé Obama à dire l'Iran. Attendez, pardon, je me suis mal exprimé. Le principe de la réelle politique, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et il a dit non. Ce principe ne vaut pas, ou en tout cas, dans certaines circonstances, il n'est pas pertinent. Or, Daesh et les extrémistes sunnites font la guerre à l'Occident et aux chiites. Donc, conclut de très nombreux stratèges, l'Occident et les chiites doivent conjuguer leurs forces pour abattre le monstre djihadiste. Netanyahou a voulu mettre solennellement en garde contre ce raisonnement, et il a donc dit que dans certaines circonstances, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. Qui est un principe de la morale, disons. Oui, et de l'amitié. C'est un principe de réalisme politique, parce qu'Israël est payé pour savoir que la guerre menée par le Hezbollah, disons, sur ordre de l'Iran contre l'État islamique, ne fait pas du parti de Dieu un mouvement
présentable. Et donc, Netanyahou, me semble-t-il, là, donne une leçon de réalisme aux réalistes, et je crois que nous avons tout intérêt à la méditer pour nous-mêmes. Vous avez dit, nous ne parlerons pas de l'islam. Eh bien, si, parlons-en une seconde. Allons-y. Nous sommes un certain nombre à penser que l'islamisme en Europe et en France est l'ennemi principal. Et certains sont donc tentés, devant cette menace, de ne pas être trop regardants sur les alliances et de se coaliser avec toutes les forces qui osent s'opposer à cet islamisme sans succomber donc au chantage, au racisme. Mais avec qui avons-nous gagné la Seconde Guerre mondiale, Alain Finkielkraut? Bien entendu, mais moi je pense que on ne doit pas, si vous voulez, s'acoquiner avec le Front National, ni, a fortiori, avec les complotistes poutiniens qui prospèrent sur la toile. Donc je continue à penser que dans cette situation, les ennemis de nos ennemis, ou ceux-là en tout cas, restent nos ennemis. Alors excusez-moi, mais dans votre réel politique, dans cette forme nouvelle de la réelle politique, vous ne me dites pas pourquoi il serait alors plus acceptable d'être allié de l'Arabie Saoudite, qui par ailleurs a commencé depuis longtemps à travailler effectivement sur un programme nucléaire. Bien entendu, je pense, là, en l'occurrence, comme le Premier ministre israélien, qu'il faut être en alerte sur tous les fronts, et surtout, il a peur, Benyamin Netanyahou, qu'un réalisme politique à courte vue n'incite les Occidentaux à conclure un accord au rabais avec les autorités de Téhéran. En 2013, l'accord allait être signé, et c'est Laurent Fabius qui a dit qu'il n'était pas assez robuste. Nous sommes en 2015, et ce sont les pasdaran, ou les pasdaran, je ne sais pas comment on dit, iraniens, qui mènent l'offensive pour reconquérir Tikrit en Irak. Alors, donc on peut se dire que peut-être même les Occidentaux, les autres Occidentaux, se diront que tout accord vaut, car il s'agit de reconnaître l'ennemi principal, à savoir Daesh. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de nous attarder sur la question iranienne vraiment, mais je vais vous dire de quoi a peur Gil Mikaeli et de quoi ont peur avec lui beaucoup d'Israéliens, de deux choses. C'est que Netanyahou met en danger, comme cela n'a jamais été le cas depuis 1948, l'alliance stratégique de l'Amérique et d'Israël, et que je dirais que ça, c'est un premier danger qui est peut-être plus mortel et plus concret et plus inquiétant que la bombe iranienne. Et le deuxième danger, c'est que la non-solution du conflit israélo-palestinien, et la démographie font que l'avenir du sionisme, vous l'avez dit, et l'avenir de l'État juif est tout de même inquiétant. Alors écoutez, d'abord l'alliance entre les États-Unis et Israël n'est pas aussi ancienne que vous le dites. Elle date de 1967. C'est vrai, c'est vrai. La France elle-même, sous l'impulsion du général de Gaulle, a changé de politique. Bien, premièrement. Deuxièmement, c'est là, je voulais en venir, après cette réflexion, à la critique que j'aimais contre le discours de Netanyahou. Certes, son argumentaire paraît solide, mais j'ai été impressionné par la réponse que lui a faite Obama, et aussi par la réaction à fleur de peau de Nancy Pelosi, la leader de la minorité démocrate à la Chambre des représentants. Elle a dit qu'elle a écouté ce discours les larmes aux yeux. En tant que personne qui chérit la relation américano-israélienne, je suis attristé par l'accusation proférée par l'insulte proférée contre l'intelligence des États-Unis, et attristé par la condescendance à l'égard de nos connaissances sur le problème posé
par l'Iran. Et il faut ajouter tout de même l'ingérence. Peut-être le monde diplomatique n'a pas eu tort de titrer Netanyahou chef de la droite américaine. Alors justement, aussi tenté qu'il soit, non mais vous avez raison, aussi tenté qu'il soit par une alliance avec les chiites contre Daesh, les Américains ont tout à craindre de la prolifération nucléaire, et je crois qu'ils le savent aujourd'hui très bien. Donc le réquisitoire de Netanyahou est puissant. En l'occurrence, il me semble qu'il fait un mauvais procès à la Maison-Blanche. Et pour qualifier sa prestation, je me vois obligé d'abandonner un instant la langue française et d'utiliser un mot yiddish et un mot grec, en effet, qui sont d'ailleurs deux grands concepts indispensables pour la pensée. Chutzpeh et hubris. Chutzpeh en yiddish, c'est, comme chacun sait, l'aplomb, le culot. Et l'hubris, c'est la démesure. Il a fallu culot et démesure de la part d'un ministre israélien qui ne se demande jamais si ce qu'il fait est bon pour les Juifs, et qui est donc est allé faire la leçon à l'Amérique devant le Congrès de Washington, parce qu'il l'a fait à la grande joie des complotistes de la toile qui prétendent que Israël dicte la politique étrangère américaine. Enfin, plutôt celle des républicains, en l'occurrence. Et justement, il faut se souvenir qu'en 2012, Benjamin Netanyahou avait soutenu de manière éhontée la candidature de Mitt Romney. En 2015, il soutient les républicains dans leur bras de fer avec l'administration Obama. Cela n'aura aucun impact sur les négociations avec l'Iran. C'est pas tout à fait vrai. Parce que supposer qu'il y ait dans la corbeille une levée des sanctions, il faudra que le Congrès vote la levée des sanctions. Oui, mais je crois que... C'est vrai qu'Obama pourra mettre son veto. Obama, et d'ailleurs, a dit qu'il mettrait son veto en l'occurrence, parce que sinon il n'y a plus de pouvoir exécutif aux États-Unis. Mais j'ai peur que Netanyahou là prenne date pour 2016. Il parle en géopoliticien, avec, je l'ai dit, quand même, un raisonnement assez fort, mais il est aussi un politicien tout court. Il se dit aussi que s'il est élu à la Maison-Blanche dans 1 an et demi, la question de l'État palestinien sera close. Or, ce calcul n'est pas réaliste et en effet, il est catastrophique. Je crois qu'il est... Voilà. Et il entretient, alors ça je parle sous le contrôle de Gil Miraeli, mais il entretient aussi une sorte de bonifacisme idéologique aux États-Unis. C'est trop de, cher Alain, sur cette question, et je vous en félicite. Mais pendant que l'Amérique se querelle avec Israël sur l'avenir du Moyen-Orient, l'Europe, elle, s'adonne à l'activisme juridico-sociétaliste qu'affectionnent nos modernes. La France a été condamnée mercredi à la grande joie d'une grande partie de la presse. Elle a été condamnée donc par le Conseil de l'Europe, instance de défense des droits de l'homme qui réunit 47 pays. Donc parce que son droit, je cite, ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels à l'égard des enfants, ce qui est une violation de la Charte européenne des droits sociaux. Alors je précise évidemment que la loi française proscrit les châtiments corporels à l'école et qu'elle interdit aux parents de tabasser leurs enfants et ceux des autres d'ailleurs, la jurisprudence leur accordant un léger droit de correction. Donc je suppose, cher Alain, que vous êtes contre la violence et contre le tabassage des enfants. Mais dans cette affaire, si vous voulez bien, commençons peut-être par le médium, qui est peut-être plus significatif encore que le message, car toute cette affaire nous vient d'où? D'une ONG britannique, Approach, qui saisit le Conseil de l'Europe, lequel somme maintenant la France de réviser sa législation. Oui, alors, on aimerait pouvoir réagir à cette fessée administrée par le Conseil de l'Europe à la France par un éclat de rire. Car évidemment, elle ne mérite pas mieux. Malheureusement, la fessée en question n'est pas seulement grotesque, elle est symptomatique. Donc, il faut, hélas, s'y attarder et l'analyser. Premièrement, c'est une insulte au sens commun et à la morale commune. On a présenté à la télévision une interview ancienne de Françoise Dolto,
qui disait qu'une taloche de temps en temps, ça pouvait être beaucoup moins grave que des mots extrêmement cruels qui pouvaient se graver dans la mémoire et être eux-mêmes traumatisants. Et en effet, il y a une différence de degré et sans doute de nature entre la taloche sporadique et ce que vous avez très justement appelé le tabassage. Oui, je trouvais pas de mots en fait. Mais oui, mais il n'y a pas les coups, quoi. Il n'y a pas de solution. Or aujourd'hui, on voudrait qu'il n'y ait pas de solution de continuité entre l'un et l'autre. C'est exactement la même chose avec les revendications féministes. Il y a 2 jours, j'entendais sur Europe 1 une journaliste nous donner comme exemple du sexisme ordinaire le fait que des femmes sont accueillies au travail par un « bonjour ma belle ». Et ah bah moi c'est l'inverse, ils remarquent pas quand je vais chez le coiffeur. Comme vous d'ailleurs. Une autre femme interviewée disait qu'elle ne supportait plus les remarques sur sa coiffure. Autrement dit, tout se passe comme si aujourd'hui, de la galanterie au viol, il y aurait une sorte précisément de logique implacable. Oui, de pente glissante. De la galanterie au viol, la conséquence est bonne, puisqu'en effet, faire des remarques, c'est assigner de ce type, c'est assigner les femmes à leur sexe, et avec cette assignation commence le sexisme, et donc la misogynie. On va faire une loi interdisant les compliments ? Peut-être, parce qu'on en vient en tout cas à criminaliser la civilisation pour mieux combattre la barbarie. C'est exactement la fable de La Fontaine, l'ours et l'amateur des jardins. Vous savez, une mouche s'est posée sur le nez du vieillard endormi, son ami veut chasser la mouche, et donc, avec une pierre, il écrase la tête du vieillard. Et il a eu la mouche aussi. Voilà. Mais c'est ainsi que on procède aujourd'hui, et on peut dire que les plantigrades de l'esprit du temps sont en quelque sorte emportés par la grande logique démocratique si bien décrite par Tocqueville. Ils ont la religion du semblable. La femme et l'homme, l'enfant et l'adulte, le natif et l'étranger, eh bien, sont exactement identiques, interchangeables. Toute différence relève de la discrimination. C'est exactement. Ils disent d'ailleurs, et j'aimerais que vous vous prononciez sur ce point, que l'enfant est un sujet de droit. Il est effectivement, on l'a doté. L'enfant n'est effectivement pas il n'est pas un animal, ou pas qu'un animal en tous les cas, ni un meuble. Donc l'Europe, si vous voulez, l'Europe post-hitlérienne, l'Europe pénitentielle est l'instrument par excellence de ce grand redressement égalitaire. Et je pense que, si vous voulez, on nous dit, nous sommes entrés dans l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, changer d'Europe. Nous sommes passés d'une Europe humaniste à une Europe angélique. Alors tout de même, une bonne nouvelle dans cette progression, c'est que malgré tout, de façon assez surprenante, c'est peut-être la proximité des élections, la ministre de la Famille, Laurence Rossignol, très terranoviste, a affirmé qu'elle préférait éduquer les enfants, qu'elle préférait l'éducation des parents, à la contrainte. Donc pour l'instant, la France ne cédera pas au chantage de la fessée. La France ne cédera pas, mais elle a cédé à d'autres choses qui prouvent qu'elle est elle-même emportée par cette, si vous voulez, cette grande dynamique démocratique égalitaire. Le concours de l'ENA a été très largement remanié.
Et j'ai donc appris, en lisant Le Monde, que une épreuve collective d'interaction avait été introduite. Il n'y a pas de programme spécifique, rien à préparer, précise Nathalie Loiseau, qui dirige l'ENA. Il ne s'agira aucunement de dire ce que le jury est supposé avoir envie d'entendre. Simplement, nous cherchons à vérifier la capacité des candidats à travailler en équipe. Cela permettra aussi de mieux prendre en compte, à côté de leurs connaissances, leur savoir-être. Leur savoir-être ? Oui, leur savoir-être, c'est leur conformité aux principes, aux axiomes, aux exigences de l'esprit du temps. Et c'est quoi la première expression, une école où il y a collectif? C'est une sorte d'expression... Capacité des candidats à travailler en équipe. Et donc... et épreuve collective d'interaction. Ah, ça, je trouve ça formidable. Épreuve collective d'interaction. Plus intéressant pour nous, l'épreuve de culture générale est supprimée parce que c'est une manière de lutter contre le caractère socialement discriminant de la culture générale. Or, socialement discriminant, on sait très bien que ça veut dire aujourd'hui éthiquement discriminant. La culture générale ne met pas les candidats de la diversité à égalité avec ceux qu'on ne sait pas comment appeler. Disons les Mais pour l'instant, l'ENA avait été épargnée par ce mouvement parce qu'il me semble qu'il y a déjà beaucoup de concours qui ont été... oui, mais l'ENA maintenant est touchée au premier chef. Or, qu'est-ce que l'Europe depuis la Renaissance? Eh bien, c'est une Europe fondée sur l'éducation humaniste. Une éducation humaniste magnifiquement définie par Eugenio Garin, l'historien des idées italien. Et cette éducation est fidèle au principe selon lequel on éduque l'homme en le mettant en contact avec les hommes, avec leur histoire, car grâce au trésor de la mémoire, dans le colloque avec les autres, en la confrontation avec des paroles précises et non pas fausses et banales, l'esprit est pratiquement obligé de se retrouver lui-même. Selon l'expression lapidaire d'Ange Policien, à l'école de Cicéron, on va apprendre, non pas à être cicéronien, mais à être soi-même. Voilà ce qu'était l'éducation humaniste. Voilà pourquoi la culture générale était au cœur, ou les humanités étaient au cœur de cette éducation, mais précisément le principe de non-discrimination, le principe d'égalité de tous avec tous, eh bien, amène une des grandes écoles françaises à supprimer cette épreuve, et cela veut dire en effet que nous changeons d'Europe. L'angélisme supplante l'humanisme. Qui veut faire l'ange fait la bête, ou plus exactement, qui veut faire l'ange fait l'ours, au sens de La Fontaine. Alors, je ne veux pas, cher Alain Finkielkraut, diminuer le poids de cette réforme. Enfin, il me semble que cela faisait assez longtemps que l'ENA avait été assez loin de la définition que vous avez donnée de l'éducation. Mais justement, et d'ailleurs... Et ça n'est jamais que le dernier clou. C'est le dernier clou planté dans le cercueil. Il suffit d'entendre Fleur Pellerin aujourd'hui pour savoir que la culture générale n'a eu aucune part dans son éducation. La langue qu'elle utilise n'en porte pas la moindre trace. Raison de plus pour y revenir, pour redevenir européen quand il est encore temps. Bien sûr, et le président d'ailleurs a peut-être appris à l'ENA le redoublement du sujet dont il est friand et que vous avez maintes fois relevé, Alain Finkielkraut. Alors en cette journée du 8 mars, eh bien l'Europe pourrait aussi intimer à la France l'ordre de voter une loi interdisant la gaujaterie, l'impolitesse et l'absence de compliments sexistes, et imposant même le bouquet de fleurs à date fixe, bon, ce qui rendrait la vie certainement très ennuyeuse. Et pour cette année, nous nous contenterons de l'humiliante et ridicule loi pour les élections départementales qui oblige les partis à présenter des candidatures en duo. C'est quand même drôle de mettre la parité à l'Assemblée et l'absence de parité dans le mariage. C'est assez étonnant parce que j'ai vu il y a quelques jours Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Et pas dans la parité, m'a-t-elle dit, c'est que celle-ci faisait des femmes une espèce protégée. Et elle a dit, nous ne sommes pas une espèce protégée. Mais évidemment, et en plus, elle remplace quand même, il arrive qu'elle remplace des hommes compétents par des femmes
incompétente. Voilà. Mais peut-être aurons-nous l'occasion de revenir sur cette révolution qui enchante le monde. Et en attendant, on vous retrouve dans Causeur. Bonne semaine à tous, ainsi qu'à vous, cher Alain Finkielkraut.